Nouvelle mesure fiscale au Burkina Faso a fait prévéhicule aux députés de la 7e et 8e législature, agression de civils par des militaires à Ouagadougou et enfin relations France-Burkina et France-Mali. Mesdames et messieurs, voici les articulations pour ce numéro de votre émission La Tribune des Éditos. C'est un rendez-vous de votre télévision True TV pour décrypter, analyser, parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires et analyses des différents médias. Pour ce numéro, je suis accompagné sur ce plateau par Michel Nana. Il est rédacteur en chef délégué aux éditions Le Pays. Nous avons également Albert Nagrego. Il est directeur de publication du média en ligne libreinfo.net. Idrissa Koumbem, journaliste à la Lettre du Faso, est aussi avec nous. Et enfin, nous avons Daouda Kinda, qui est journaliste au quotidien. Alors, on le sait, le président en exercice de la CEDEAO, Embalo Sissoko, était en visite à Ouagadougou le 11 janvier dernier. Et sur la question, libreinfo.net a intitulé son édito « Le président de la CEDEAO à Ouagadougou vers un regain de confiance ». Dites-nous en plus, Albert Nagrego. Merci beaucoup, Serge, et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est l'occasion aussi de dire bonne année 2023. Et pour revenir sur la question, on dira très bien que effectivement la visite du président de la CEDEAO, c'est une visite qui donne encore de l'espoir sur la normalisation des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la CEDEAO. Le Burkina Faso quand même fait l'exception parce que depuis l'insurrection de 30 et 31 octobre 2014, c'est l'un des pays qui a, on va dire, échappé aux sanctions de la CEDEAO jusqu'aujourd'hui, que ce soit des sanctions économiques, des sanctions politiques, jusqu'aujourd'hui, quels que soient tous les soubresauts politiques que le pays a connus. Et donc, en 2022, avec le coup d'État de Paul Henri Damiba, des gens ont eu peur tout de suite. Qu'est-ce que la CEDEAO va dire? Est-ce que des sanctions ne vont pas tomber à l'image du Mali ou à l'image encore de la Guinée? Et contre toute attente, le pays a réussi quand même à cet exploit diplomatique avec Ibrahim Traoré également. Il y avait ce sommet qui était prévu à Dakar, à la dernière minute qui a été annulé, ça n'a pas été reporté. Cette fois-ci, on voit la CEDEAO qui vient, qui d'ailleurs a apporté un soutien, je vais dire, à l'époque avec des vivres, même si c'est à rembourser. Cette fois-ci, c'est une visite qui arrive, une visite bonne enfance, on va dire ainsi, et le président donne gage de confiance. Mais on peut aussi se dire qu'au menu, il faut s'attendre certainement au chronogramme de la transition parce que jusqu'à présent, le Burkina n'a pas encore présenté un chronogramme fixe. On se souvient que le dernier sommet ordinaire, le 4 décembre, qui a eu lieu à Abuja, je pense que lors de ce sommet également, le Burkina n'avait pas pu présenter son chronogramme. Et je pense que progressivement, on va vers ce chronogramme-là parce que ça fait quand même des mois déjà que Ibrahim Traoré est au pouvoir et les élections également sont à l'horizon. Et au niveau international, on ne parle que élections, on ne parle que retour à l'ordre constitutionnel. Je suis sûr que la sécurité aussi fait partie des trucs, mais ce n'est pas véritablement la priorité au niveau international, parce qu'au niveau international, il faut un État démocratique avec tous les piliers démocratiques, tout ce qu'il faut pour un État de droit, tout ce qu'il faut également pour respecter la vie constitutionnelle, pour mieux parler de lutte contre le terrorisme. Donc, nous, on peut être à l'aise, on peut dire c'est le retour à la normale, l'intégrité du territoire qui nous importe, mais eux, ailleurs, ils ont des indicateurs qui sont naturellement des indicateurs liés à la démocratie. D'accord. Alors Michel Nana, après l'épisode des menaces de sanctions sur le Burkina et l'arrivée du médiateur Mahamadou Issoufou, cette fois-ci, c'est le président même en exercice qui se déplace à Ouagadougou. Comment est-ce que cette visite est accueillie au niveau des éditions Le Pays? Je pense que sur le plan du fond, sur le plan de la forme, en tant que tel, le Burkina Faso n'a pas connu des menaces comparativement à des pays comme le Mali ou le Burkina Faso. Alors, depuis quelques jours, il y a un balai diplomatique qui concerne notre pays parce que avant en ballot de la CEDEAO, il y a eu des diplomates français et russes qui étaient dans nos murs, chacun avec ses préoccupations, avec ses intérêts. Et pour la question de la CEDEAO, effectivement, comme mon confrère l'a souligné, il a été question d'évaluer le processus en lien notamment avec la normalisation de la situation. Je crois que nous sommes en retard quelque part de quelques mois, notamment de 3 mois, par rapport à notre agenda, et sur la question du chronogramme de la CEDEAO.
en fin septembre, le Burkina Faso devrait soumettre son document final en termes de chronogramme à la CEDEAO. Du fait du coup d'État, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été finalisé, ça n'a pas été fait. Les travaux ont été repris à la demande de la primature, parce que c'est la primature qui s'occupe de ce volet-là depuis quelques jours. Et cette semaine, normalement, les travaux devraient prendre fin pour que, à partir de lundi, ce document de travail soit remis au Premier ministre pour suite à donner. Et c'est dans ce sillage-là, effectivement, que Ambolo est venu au Burkina Faso, et pas avec un bâton pour taper sur la transition, comme on a l'habitude de voir, mais pour, de façon diplomatique, et saluer le travail qui est fait et demander à ce que, en coulisses, et le programme que Burkina Faso a établi, le contrat qui existe entre la CEDEAO et le Burkina Faso soit respecté. Et ce contrat, c'est que en 2024, je crois que c'est en juin, que des élections soient organisées et nous permettent de passer à un régime constitutionnel normal. D'accord. Alors Idrissa Koumbem, cette visite, on n'en a pas vu au Mali ou en Guinée. Est-ce que vous avez l'impression au niveau de votre journal, la lettre du Faso, que la CEDEAO est souple avec le Burkina Faso? Alors c'est vrai, il faut dire que la CEDEAO a parfois eu des positions qui sont parfois qu'on peut qualifier de géométrie variable, mais pour ce qui concerne le Burkina Faso, je crois qu'il faut analyser le comportement de la CEDEAO dans un ensemble, notamment avec les relations qu'elle avait eues de par le passé avec la situation au Mali et en Guinée. On s'est rendu compte à un moment donné que le comportement de la CEDEAO envers ces deux pays a été un peu contre-productif. Je crois que au lieu des sanctions, la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO se sont dit que c'était mieux de passer par la voie diplomatique en échangeant avec les différents États. Je crois que les sanctions qu'on avait prises et que la CEDEAO a prises contre le Mali et la Guinée ont fini par être levées, et que pour le cas présent du Burkina Faso, ils ont peut-être tiré les leçons pour emprunter maintenant la voie diplomatique par les sanctions. Je me dis que c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre les différentes visites concernant vis-à-vis du Burkina Faso. Sinon, je ne vois pas comme une faveur que la CEDEAO aurait pour le Burkina Faso en se comportant ainsi. D'accord. Alors, Daouda Kinda, quelle est votre appréciation sur cette visite? Est-ce qu'on pourrait dire que la CEDEAO a pris leçon du bras de fer qu'il a fait avec le Mali? Bon, je suis d'accord avec tout le monde que peut-être que la CEDEAO veut changer de fusil d'épaule, mais je pense que le Burkina n'est pas forcément le bon enfant de la CEDEAO. Et on n'est pas dans la même situation. Peut-être nous sommes tous dans des états d'exception, et dans des régimes d'exception, mais au Mali, ça n'a pas toujours été comme ça. Au Mali, c'est deux coups d'État. D'abord, il y avait la situation, le premier coup d'État de Goïta. Est-ce qu'ils avaient été sanctionnés comme pour le deuxième coup d'État de Goïta? Je ne pense pas. C'est parce que l'agenda de la transition au Mali, entre-temps, n'a pas été respecté, et la CEDEAO a décidé de bander les muscles. Et c'est la même chose en Guinée. Ils avaient un agenda qui n'a pas été respecté. Et en ce moment, la CEDEAO dit non, et on ne peut pas, nous allons vous contraindre à respecter vos engagements. Au Burkina Faso aussi, je pense que les acteurs de la transition, d'abord, lorsque Damiba est arrivé le 24 janvier 2022, les acteurs de la transition, les premiers responsables en tout cas, les putschistes, ont décidé d'aller dans la même dynamique que la CEDEAO, de ne pas enfreindre aux exigences, aux principes de la CEDEAO. Oui, nous avons piétiné, nous avons égratigné, nous avons même tordu le cou à la Constitution, parce que notre Constitution ne reconnaît pas un coup d'État. Mais nous allons respecter les principes, nous allons faire en sorte qu'on revienne à un ordre constitutionnel normal. Et la CEDEAO est en train de suivre le processus. Lorsque
il y a eu les événements du 30 septembre au 1er octobre. Mais le capitaine Ibrahim Traoré et les autres, ils ont décidé, lorsqu'ils ont rencontré le médiateur de la CEDEAO, mais ils se sont engagés à respecter l'engagement de Damiba. Mais toujours est-il que c'est un coup d'État dans un coup d'État et la CEDEAO, dans ses textes, condamne les coups d'État. Oui, mais tant que vous ne sortez pas en dehors des engagements que vous avez pris au niveau de la CEDEAO, de revenir à un ordre constitutionnel normal en 2024, la CEDEAO est dans cette dynamique-là. Parce que, quand même, le Burkina Faso est un pays... vous voyez, on sanctionnait le Burkina, comme peut-être que les sanctions que la Guinée a subies. Je ne pense pas que ça allait être facile. Au Mali, tout le monde a décrié les sanctions au Mali, parce que asphyxier les Maliens comme ça, c'est comme si on piétinait ou on bafouait la dignité des Maliens qui sont pourtant membres de la CEDEAO, même s'ils ont été suspendus. Et en fin de compte, on pourrait se poser la question, quel est l'apport sur le plan diplomatique de cette visite au Burkina, Albert? Il y a un grand rapport, parce que ça montre également... Parce que vous savez, aujourd'hui, la chaîne de traitement des relations, c'est quoi? Aujourd'hui, pour que, par exemple, une institution comme l'Union africaine prenne des sanctions sur le Burkina Faso, il faut qu'il soit passé par la CEDEAO d'abord. La CEDEAO prend la sanction, elle fait remonter à l'Union africaine qui va demander d'entériner. Si l'Union africaine entérine aujourd'hui, l'Union africaine peut demander à son tour l'Union européenne d'entériner les mêmes sanctions ou de prendre des sanctions contre le Burkina. Ainsi de suite, ça va à la Banque mondiale, au FMI. Donc, du coup, par exemple, des partenaires, je parle multilatéraux qui sont à l'extérieur, s'ils veulent prendre des sanctions, ils vont toujours passer par des organismes au niveau sous-régional ou régional, ainsi de suite. Donc si aujourd'hui la CEDEAO donne sa confiance au Burkina, il faut en même temps comprendre que tous les partenaires de la CEDEAO au niveau des organismes internationaux, du coup, donc quitus ou font confiance tout de suite également parce que la CEDEAO est dans une bonne relation avec le Burkina Faso. Donc il ne faut pas voir cela comme quelque chose qui se limite au simple pays de la CEDEAO seulement. Et si vous avez remarqué lors du premier coup d'État avec Damiba, il y a eu des moments où par exemple les Américains étaient suspendus au sommet extraordinaire ou au sommet ordinaire de la CEDEAO. Ce qui sortira de ce sommet, ils prendront leurs mesures. Est-ce qu'on rompt la relation avec le pays ou bien on continue nos relations avec le pays? Donc c'est très déterminant quand vous avez par exemple au niveau sous-régional l'institution qui vous fait confiance. Et la deuxième chose, si la CEDEAO dans son communiqué final ou dans son rapport avec les autres chefs d'État de la CEDEAO mentionne que le Burkina Faso est sur des bonnes avancées ou est sur le chemin normal, ça veut dire que tous ces pays-là également relaxent, deviennent encore souples avec le Burkina Faso dans leurs relations. Et il faut le saluer, que ce soit, on peut dire que la diplomatie burkinabé a bien marché depuis le coup d'État de Damiba jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a eu des efforts qui sont faits, on a vu des voyages ou des missions diplomatiques de façon, on va pas dire, on va dire discrète ou secrète, qui ont été menées sous Damiba et sous également Ibrahim Traoré, il y en a eu. Il faut admettre qu'on ne peut pas gagner cette guerre contre le terrorisme-là uniquement, comme on le dit, on a coutume de le dire, avec l'armée ou sécuritaire. Pour gagner cette guerre aussi, il y a toutes les composantes qui sont, que ce soit l'aile diplomatique, que ce soit l'aile économique, que ce soit également sécuritaire, et même les partenaires bilatéraux sont aussi très importants dans cette dynamique de lutte contre le terrorisme. Alors, toute autre chose à présent, on le sait, depuis le 1er janvier 2023, il y a eu de nouvelles mesures fiscales au Burkina Faso. Et sur cette question, le quotidien a intitulé son édito « Batterie de mesures fiscales, la souveraineté a un prix ». De quoi s'agit-il exactement? En fait, la direction générale des impôts a porté à la connaissance de l'opinion publique qu'il y a un certain nombre de mesures fiscales, une quarantaine de mesures qui ont été prises pour faire face à la situation économique dans laquelle nous sommes. Vous savez que nous faisons face depuis 2016 à une crise sécuritaire sans pareil.
On n'avait jamais connu une situation comme ça. Le terrorisme qui fait que le pays est durement éprouvé. Donc il va falloir que nous d'abord on mobilise les ressources au niveau interne avant que il y ait de l'apport au niveau extérieur, que au niveau intérieur la mobilisation des recettes soit optimum et aussi élargir l'assiette fiscale. Donc il y a une quarantaine de mesures qui ont été prises. On retient la hausse, la taxe sur les boissons, non seulement alcoolisées, et même les boissons alcoolisées, il y a les pourcentages. Voilà. Donc en fonction du pourcentage, on a rehaussé la taxation des boissons alcoolisées, des boissons non alcoolisées, et même au niveau des engins roulants, on a essayé aussi d'appliquer la pleine rigueur sur le recouvrement des taxes. Par exemple, lorsque vous achetez une nouvelle moto, lorsque vous partez, vous mettez la plaque, il y a une taxe qu'on vous ajoute, je crois que c'est 10 000 francs qu'on a ajouté. Il y a toute une batterie de mesures, et tout ça participe de la dynamique de mobiliser encore plus de ressources, parce que le contexte dans lequel nous sommes là exige quand même que les ressources propres soient quand même des ressources propres assez conséquentes pour nous permettre quand même de faire face à la situation dans laquelle nous sommes. Et vous savez qu'il y a plusieurs défis. On doit acheter non seulement de l'armement, on doit payer les volontaires pour la défense de la patrie. Vous savez qu'on a augmenté un peu leur rémunération. Bon, même si on ne peut pas appeler ça une rémunération en tant que telle, puisqu'on leur sert quand même un petit montant, un forfait. On doit acquérir de nouveaux moyens, non seulement aériens, terrestres, et également en termes de munitions, donc il faut que on essaie de renforcer la mobilisation des ressources. Donc le directeur général des impôts l'a relevé, c'est pour faire face à tous ces défis-là que ces mesures-là ont été prises. D'accord. Alors le corollaire de ces nouvelles mesures fiscales est sans nul doute les taxes qui devront concerner certains produits. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Nana? Et aussi, on sait, il l'a dit tout à l'heure, ces taxes interviennent dans des conditions pas assez aisées pour les populations. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que ceux qui ont pris les mesures d'imposer ces nouvelles taxes-là ont fait l'analyse de la situation, ils ont fait des simulations, et ils savent les conséquences qui en découlent. C'est qu'ils en sont conscients. Effectivement, quand on regarde les batteries de mesures, des taxes qui ont été déployées sur les différents produits, il y aura forcément d'incidence. Et moi, ce sont des taxes en situation de guerre. Et situation de guerre dans laquelle on constate que la population a des problèmes pour tenir debout. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas regarder seulement ceux qui sont à Ouagadougou où les gens semblent briller. D'accord. Et en dehors de Ouagadougou, il y a des gens qui vivent. Et est-ce que la question que je pose actuellement, est-ce que effectivement ceux qui sont les Burkinabés dans leur généralité, est-ce qu'ils sont capables de soutenir ces nouvelles taxes-là? C'est la question que je pose. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la nécessité de mobiliser les ressources internes, parce que les partenaires sont en train de partir, parce que une grande partie de notre territoire nous échappe, et donc une grande partie de nos potentialités économiques nous échappent, donc on ne peut plus avoir des ressources par rapport à cela. Et donc on est en train de vouloir pessurer la petite portion que nous avons et la petite portion que nous contrôlons pour pouvoir faire le reste concernant la guerre. D'accord. Est-ce que c'est réaliste? Je ne fais pas de commentaires là-dessus, mais il y a des questions quand même qui se posent.
On va voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Parce que aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, j'ai payé la petite bouteille de 6 kg de gaz là, j'ai payé ça à 3 000. Une bouteille de 6 kg, j'ai payé ça à 3 000. Ce matin. Et quand j'ai demandé, quand la commerçante m'a dit que ça fait 3 000, j'ai éclaté de rire. Elle m'était étonnée. Et son papa était de ce côté-là. Et c'est demandé certainement plus que je ris. Je ris parce que je trouve que c'est une aberration. Payer une bouteille de 6 kg de gaz à 3 000. Aujourd'hui, parce qu'on a dit hier, ou bien avant-hier, que les choses il y a des nouvelles taxes, donc on tape sur les clients. D'accord. Alors, s'il y a des gens qui pensent que c'est le meilleur moyen, la meilleure façon de mobiliser des ressources pour financer la guerre, je leur donne la latitude de continuer ici. Mais moi, dans mon intime conviction, et si ces mesures doivent être appliquées sans discernement, et c'est ceux qui ont pris les mesures n'ont pas pris le temps d'instruire à charge et à décharge, je pense que ce qui va se passer, ça va se retourner totalement contre ceux qui ont pris la mesure, y compris le pays, parce que les choses ne s'augmentent pas aussi de façon facile. Voilà, j'espère bien que sur toute la ligne, on a pris la mesure et que c'est pas le Burkinabé familier qu'on a actuellement là qu'on va pressurer pour pouvoir financer une guerre aussi. D'accord. Alors, Idrissa Koumbem, le quotidien le disait, la souveraineté a un prix. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et que les Burkinabés doivent accepter ces différentes taxes-là? Alors, ce qu'il faut comprendre de là est que quand vous analysez, et de part et d'autre, les gens ont déjà consenti un effort considérable, que ce soit déjà pour les taxes déjà ordinaires qui existaient. On prend le cas par exemple de la TPP, la taxe sur les produits pétroliers, qui est aujourd'hui à 125 francs. Donc ça veut dire de façon normale de la vie de tous les jours, lorsque vous payez le carburant déjà, il y a 125 francs qui retournent comme taxe. Et au-delà, il y a eu beaucoup de taxes qui avaient été imposées, voilà, notamment au niveau des travailleurs, en 2020 notamment au niveau de l'UITS. Voilà, tout ça participait dans le cadre de la mobilisation des ressources pour le financement de la guerre. C'est vrai que les sacrifices doivent être consentis, mais il faudrait, comme mon prédécesseur venait de le dire, et mettre des mécanismes en place pour qu'on ne verse pas dans la spéculation. Voilà, parce qu'on a vu une augmentation de carburant de 100 francs, le transport peut connaître une augmentation de 1000 francs, sinon plus. Et quand c'est comme ça, quand l'État ne met pas de mécanisme pour contrôler, c'est le pauvre citoyen qui se retrouve avec un pouvoir d'achat érodé qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et quand c'est comme ça, la situation peut être très difficile et qu'on ne pourra pas à un moment donné comprendre le gouvernement aussi dans ses actions, ce d'autant plus que avec les taxes et les fonds que les gens ont contribués, voilà, on n'arrive pas à avoir une certaine transparence et une certaine traçabilité de ces fonds-là. Donc, à un moment donné, ça peut produire un effet contraire à ce qu'on veut. Les gens peuvent se retrouver dans une situation où ils disent qu'ils en ont marre, voilà, ils ne peuvent pas continuer à se sacrifier, à se saigner, voilà, pour la cause de la nation et qu'on ne voit pas de résultats et que ça profite à une certaine minorité de personnes, voilà, sans que l'État n'ait la possibilité de dire voilà, stop, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Donc, vous appelez donc à la mise en œuvre de mécanismes de recadrement pour que ça ne laisse pas libre cours à des spéculations de toutes sortes, parce que c'est le fréquent, le quotidien des Burkinabés aujourd'hui. Voilà. Alors Albert, parlant de ces taxes, on sait que les motos et les tricycles seront soumis à la taxe sur les véhicules à moteur. Est-ce que les Burkinabés seront prêts à ces sacrifices? On a écouté tout à l'heure Michel Nana qui a parlé du contexte. Est-ce que les Burkinabés seront prêts selon vous?
Ouais, ils peuvent être prêts, ça dépend de comment ça sera fait. Parce que quelque part, j'ai vu que c'est à partir des nouvelles acquisitions. Donc si c'est sur les nouvelles acquisitions, c'est plus facile. Si vous partez pour acheter une moto de 400 000 d'habitude, on vous dit que ça fait 450 000. Si vous avez besoin de la moto, vous faites comment? Vous êtes obligé de l'acheter. Mais si on dit à ceux qui ont déjà des anciennes motos de venir payer, sinon on va vous contrôler en circulation et qu'il faut que vous payiez en circulation, je pense qu'ils seront heurtés à une révolte. Mais si c'est vraiment comme ça, c'est-à-dire à la nouvelle acquisition qu'on paye, je me dis que bon, finalement, l'acheteur n'aura pas le choix. Mais dans tous les cas, on suppose que cette loi des finances, elle a été préparée sous Paul-Henri Damiba, parce que le budget devait être adopté aussi, tout comme le budget, devait être adopté depuis septembre. Voilà. Donc je suppose que c'est un pouvoir qui vient hériter d'un travail qui avait déjà été fait. Maintenant, à mon avis, c'est que les taxes sont trop. Mais comme le contexte ou le prétexte, c'est la guerre, d'après les jeunes sur les réseaux sociaux, qui suis-je pour aller à l'encontre de ce prétexte-là? Maintenant, attendons de voir, parce que généralement, quand il y a des situations comme ça, il y a la fronde sociale aussi. Hein, parce que depuis un certain temps, c'était dit, bon, la fronde sociale, il y a eu un semblant de trêve, où il n'y a pas de manifestation. Mais quand on a parlé de prélever 1% sur les salaires pour l'effort de guerre, vous avez vu tout de suite qu'ils ont eu le courage de sortir et dire haut et fort qu'ils s'opposaient à ce prélèvement. Le gouvernement a dû battre en retraite. Le gouvernement n'a pas opposé des résistances. Justement, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien? De quoi pour les lois là? Non, les taxes. Hein. Non, les taxes, c'est des choses qui ont été préparées depuis longtemps. Ça a été juste adopté à l'Assemblée législative de transition. C'est pas un truc qui s'est fait du jour au lendemain. Non, c'est un travail minutieux qui a été fait depuis des mois ou depuis des années. Et c'est l'aboutissement, l'adoption au niveau de l'Assemblée législative de transition. Ça n'a pas de lien forcément. Mais cette retraite également du gouvernement qui dit que le prélèvement de 1% ne sera plus obligatoire, ça veut dire que le gouvernement a pris des précautions, s'est rendu compte que il ne faut pas se faire impopulaire dans un contexte où on cherche à rassembler, où on cherche à mobiliser des fonds pour gagner la guerre. Sinon, on aura la fronde sociale contre nous, on aura également le terrain aussi de la guerre qu'il faut mener. Donc, je pense que l'État également devrait travailler davantage parce que dans ce pays-là, quand on regarde, c'est les impôts, le trésor, la douane qui mobilisent des fonds. C'est pas comme d'autres pays où on a des histoires de porc, on a des histoires de cacao, de café, on a de bananeraies, où on a encore de l'ananéraie, ou encore on a d'autres moyens comme le pétrole qui génèrent des ressources. Quand on prend le Burkina, là où ce qui alimente généralement le budget de l'État, c'est quoi? C'est le trésor, c'est la douane et puis les impôts. C'est les deux d'ailleurs qui sont les plus contributifs. Alors, le secteur minier est en train de se refermer progressivement. Le nombre de sociétés industrielles sont en train de fermer et réduire. En plus, il y a d'autres qui tournent au ralenti. Naturellement, on n'a pas besoin d'être un économiste pour savoir qu'en 2023 ou en 2022, le budget, ce qu'on gagnait en termes de mines, ça va chuter considérablement. Alors, si on prend le coton aujourd'hui, ça ne fait plus partie des priorités. Quand on parle de l'économie burkinabé aujourd'hui, les gens voient le coton comme un secteur abandonné parce que c'est même un secteur qui souffre déjà. Quand on prend la production céréalière aujourd'hui, c'est le même problème. Heureusement que la transition annonce des cultures de contre-saison. Alors, donc, dans beaucoup de cas, on n'a plus rien. On compte sur quoi? Sur les taxes pour pouvoir travailler. Et là, ça va être difficile parce que, comme Michel le disait tout à l'heure, peut-être dans 2-3 mois, on va commencer à sentir les effets de ces taxes-là sur la vie, notre vie quotidienne, que ce soit la boisson, que ce soit la cigarette, que ce soit les motos. Ça va avoir des incidences également sur d'autres produits et naturellement, on ne saura pas que faire. Maintenant, il y a la question de la Sonavi qui est là aussi. Aujourd'hui, le gouvernement a le courage au Conseil des ministres de dire que la Sonavi est endettée à plus de 400 milliards de francs CFA et que la Sonavi doit 150 milliards de francs CFA à ses fournisseurs. La Sonavi a dû faire appel à des institutions financières locales et internationales parce qu'au niveau local, il semble que cette dernière crise-là, il y a eu au moins des banques purement locales qui ont contribué fortement pour désamorcer la situation. Ça veut dire qu'il faut se préparer naturellement soit à une augmentation du prix du carburant, soit à un désengagement de l'État au niveau de la subvention. En tout cas, il y aura forcément des mesures. Donc ces mesures vont venir s'ajouter aussi aux taxes. Et donc c'est à tout Burkinabé de se préparer mentalement pour faire face à la situation. Et comme le disait dans l'espoir que la crise ou la sécurité va s'améliorer, parce que si je touche du bois, si la sécurité ne s'améliore pas, venir s'ajouter à ce contexte difficile,
On risque d'être tous tendus dans ce pays. Nous touchons ensemble du bois et comme le dirait le quotidien, la souveraineté a un prix. L'autre actualité de la semaine, l'autorité... On ne peut pas confondre aussi la souveraineté avec Gabéji, tout pour dire qu'il y a un prix. Parce qu'on le dit toujours. Moi je dis, en fait dans ce pays, ce n'est pas des ressources qui manquent. Ce n'est pas des ressources qui manquent. J'ai été foncièrement, j'ai dit, je ne suis pas économiste, je n'ai jamais été associé à l'histoire de création de la caisse de dépôt et de consignation. Mais quand on m'explique simplement, de façon basique, ce que je comprends, on n'aurait pas dû arriver à la dissolution de cette caisse, on aurait plutôt envisagé des réformes. Parce que quand on me dit on prélève 1% aujourd'hui sur les salaires, on a des institutions de l'État qui ont présenté des bilans positifs, rien que sous le président Damiba ici, qui ont fait des recettes. Mais ces excédents-là sont où? Les excédents de ces institutions-là sont où? Dans des banques commerciales, où ces banques produisent des intérêts. Et demain, quand ça va chauffer, comme on le dit, ce sont ces mêmes banques qui vont revenir prêter encore à l'État. Mais qu'est-ce qu'on veut à la fin? Donc pour l'autre prélèvement de 20%, le gouvernement annonce que ce serait volontaire également. Mais justement, parce qu'on a échoué à imposer. Dans d'autres pays, par exemple, ce genre d'institutions financières existent. Mais si ça existe et que ça marche, posons-nous la question, comment ils ont fait pour que ça marche et que nous, on crée, on vient... Allez-y voir à Koulouba l'argent qu'on a pris pour réhabiliter ce bâtiment-là. Mais c'est des coûts de milliards. Avec le personnel qu'on a recruté, peut-être durant 1 an ou 2 ans, qu'on a débauché. Et puis un matin, on vient, on dit, bon, on va dissoudre ça. Et quand on dissout là, tout ce qu'on a mis il y a 1 à 2 ans là, qui s'occupe de ça? Oui, réaction, monsieur. Moi, je pense qu'on a... Très rapidement. On a créé un bordel, excusez-moi le terme, que les téléspectateurs m'excusent. On a créé un bordel. Bon, on ne le répétera plus. Créé un bordel et maintenant, on est en train de chercher à porter un correctif, à rattraper ce que nous avons perdu parce qu'on a créé ce bordel. Et c'est ce qui est dommage. Parce que quand vous aurez la batterie de mesures, de taxes qui sont prises là, c'est pour rattraper des choses qu'on aurait dû faire. C'est pour corriger des conneries qu'on a faites et qui ont permis à des gens de s'enrichir et de faire beaucoup de choses. Et malheureusement, c'est le citoyen lambda qui va payer pour ça. Et nous avançons. L'autre actualité qui a marqué cette semaine, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption a saisi le ministère des Finances sur la question des prêts véhicules accordés aux députés de la 7e et 8e législature. Cette fois-ci, elle a également procédé à la publication de la liste des députés concernés. Idrissa Koumbem, la sortie des députés n'a visiblement rien changé. Alors il faut dire qu'il y a toute une cacophonie autour de cette histoire. Quand on écoute les deux partis, notamment l'AEC, LCE, les députés mis en cause dans cette affaire de prêts véhicules en question. Et pour la sortie des députés, il s'agit des prêts ordinaires qui se faisaient régulièrement et que à partir de 2015 pour la 7e législature, voilà, il y a au moins 108 députés qui avaient déjà en tout cas épongé ce prêt véhicule là et qu'il restait quelques personnes qui n'avaient pas pu éponger pour la 8e législature également. Et il revient également de leur explication que les prêts allaient être en tout cas ponctionnés au niveau justement des frais de mission, de session plutôt. Voilà. Et on a connu une situation où il y a eu un coup d'État et que l'Assemblée nationale a été dissoute. Maintenant, est-ce que les textes permettaient maintenant à ce que les députés puissent rembourser ou pas? Ça, c'est une question qui reste posée à l'appréciation des juristes. Mais ce qu'on comprend dans cette situation, et quand on regarde aussi la communication de l'AEC-LC, et on ne va pas dire que c'est de l'acharnement, mais il faut tenir compte de la réalité, comme certains l'ont dit. Mais l'AEC est pourtant dans son rôle. Voilà, l'AEC est dans son rôle, effectivement, de recouvrer, et c'est ce que les gens ont toujours incité, en tout cas, la comprenant dans son action, mais en fonction en tout cas des communications données de part et d'autre. Et moi je crois qu'il y a toujours des choses qu'il faut toujours à l'étape actuelle la tirer au clair pour permettre aux citoyens d'avoir une idée claire sur cette affaire. Si réellement les députés ont épongé, et je ne vois pas que l'AEC a quel intérêt à publier les listes encore avec les noms.
et également avec les montants. Donc il appartient aussi aux députés mis en cause, voilà, d'apporter aussi les preuves qu'ils ont effectivement épongé les dettes et qu'ils n'ont rien, ils ne sont pas redevables vis-à-vis de l'Assemblée législative de transition. Sinon jusque-là, il y a eu les deux parties se jettent la patate chaude et on n'arrive pas à avoir une certaine lisibilité de cette histoire-là. Mais je crois que il y a des poursuites. Voilà, la SELC a dit qu'elle va en tout cas engager des poursuites judiciaires pour trancher l'affaire. Alors ce que reprochent la plupart des députés à la SE, c'est la forme de communication, parce que beaucoup estiment avoir vu sur les médias qu'ils devraient rembourser des prêts, ont vu leur nom circuler. Et au niveau du quotidien, vous en avez fait un édito, il est intitulé « Recouvrement de créances de l'État par l'ASE-LC, une initiative salutaire qui doit faire tache d'huile ». Oui, pensons que tous ceux qui doivent à l'État, ils doivent rembourser. Quand on prend un prêt, il y a une échéance. Et lorsqu'on a des difficultés à rembourser, il faut justifier pourquoi on n'arrive pas à rembourser. Mais lorsque vous êtes dans une situation difficile et que vous murez dans une... comment dirais-je, vous ne justifiez pas, vous êtes casé chez vous sans rendre compte, je pense que on doit vous poursuivre pour que vous remboursez ce que vous avez pris. Mais je pense que principalement pour ces députés-là, c'est un moyen de pression, je pense, c'est un moyen de pression de la SELC pour dire à ces députés-là, oui, mais vous avez pris de l'argent pour acheter des véhicules. Donc, c'est pas parce que il y a eu l'interruption de l'ordre constitutionnel normal que vous n'allez pas rembourser. Donc, venez rembourser. Et c'est un moyen de pression, comme je l'ai relevé. C'est à eux maintenant de voir avec l'autorité supérieure de contrôle de lutte contre la corruption, voir dans quelle mesure ils peuvent s'entendre, trouver un terrain d'entente. Je pense qu'on peut discuter toujours, trouver un terrain d'entente et régler cette situation-là à l'amiable, parce que c'est pas de leur faute aussi. Voilà, parce que lorsqu'ils ont pris le prêt, ça a été échelonné. C'est le temps de la législature, c'est 5 ans. Voilà, mais comme il y a eu coup d'État, comment est-ce qu'on fait? Donc, ils peuvent quand même, à mon avis, s'entendre avec le ministère de l'économie et des finances, la SELC, voir dans quelle mesure on peut régler ce problème-là dans l'amiable. D'accord. Alors Michel Nana, ce n'est pas la première fois qu'on annonce de vastes opérations d'envergure de cette taille de recouvrement et qui sont après suspendues ou carrément même arrêtées. On a vu l'expérience avec l'opération Main Propre qui avait été lancée récemment. Est-ce que le processus ira cette fois-ci à son bout quand on pense au communiqué de l'ASELC qui disait qu'il y avait des initiatives pour nuire à son personnel? Moi, je peux répondre de façon totale à cette question-là. Oui ou non, je ne sais pas si la procédure ira à son terme. Ce que je constate et ce que je prévois, c'est que c'est un bras de fer judiciaire qui s'est ouvert et que l'État d'une part et les députés mis en cause de l'autre vont devoir s'affronter pour qu'on ait les issues. Parce que, effectivement, les députés doivent à l'État, sous des conditions que mes collègues ont édictées, et d'autre part, l'État aussi doit à ces députés-là. Et comme vous le savez, les députés ont déposé un dossier au niveau de l'agent judiciaire du Trésor pour entrer en possession de ce qu'on leur doit. Donc tout le monde se tient et tout se tient dans cette affaire-là. Et moi personnellement, ce que je ne voudrais pas rentrer dans ces dire qui a raison, qui a raison, qui a tort. Mais ce sont les implications, les supputations et les interprétations qu'on peut avoir dans cette action-là. Parce que quand vous regardez, dans cette affaire, il y a deux camps. Il y a ceux qui estiment que la SELC est dans son rôle et qu'elle doit travailler à recouvrer ce qu'on doit à l'État. Quelle que soit la méthode, quelle que soit la procédure,
elle doit le faire. Il y a ceux qui estiment aussi que la LC arrêter certains instruments politiques qu'on a utilisés, qu'on est en train d'utiliser pour faire rendre gorge à une catégorie de personnes. Dans une situation de guerre, dans une situation tendue, telle que nous la connaissons au Burkina Faso, être en face de ces deux arguments-là, ça dit que quelque part, sur le plan politique, rien n'est plaire à ce que on soit ensemble pour pouvoir contrer notre ennemi commun. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne sais pas. Mais nous ne sommes que des journalistes, nous donnons des avis. Mais je pense, autant les députés doivent se remettre en cause pour réfléchir à ce qui est reproché, pour apporter la solution qu'il faut, autant la LC doit se regarder dans le miroir pour voir est-ce que les choses telles qu'elle les mène pour régler les différends qu'il y a entre les députés là, est-ce que ces choses-là sont menées dans les règles de l'art? D'accord. Si chacun ne se met pas en cause, je ne dis rien, on a ouvert une boîte de Pandore. Et à la fin, je suis en train d'imaginer, c'est l'État qui va perdre. Parce que Dieu sait combien de pourcents l'État a perdu dans des actions pareilles. Et je ne suis pas surpris que l'État ne perde pas encore dans ces projets à payer des milliards de gens. D'accord. Alors Albert, quelle analyse est-ce que vous faites de ces recouvrements initiés par l'ASE-LC quand on sait que déjà elle fait face à des tentatives de nuisance? J'ai l'impression que l'ASE tombe dans le populisme aussi, quoi, en fait, ou en train de jouer le jeu politique, parce que tout a commencé avec Paul-Henri Damiba. C'est sous sa transition qu'ils avaient demandé un audit, si je peux le dire ainsi, à l'Assemblée nationale. Et l'audit, c'est de 2018 à 2021. Et aujourd'hui aussi, l'ASE s'appuie sur cet audit-là, parce que l'ASE dit, dans le cadre du contrôle 2018-2021. Donc, ça concernait la gestion de Alassane Bala Sakandé, parce qu'il a remplacé Salif Diallo, qui est décédé en 2017. Et donc, il a remplacé à partir de 2018. Il a été réélu en 2020. Et donc, 2021, donc c'est un contrôle qui concerne le mandat de Alassane Bala Sakandé. Un contrôle d'ailleurs que l'ancien président de l'Assemblée avait rejeté parce que je crois qu'à l'époque, ils avaient dit que les procédures n'ont pas été respectées et qu'il avait saisi la justice. Donc aujourd'hui encore, ce sont les députés qui étaient sous sa coupe qui sont visés par cette mesure-là. Donc, on peut bien se poser la question, est-ce que l'ASE, elle se tombe aujourd'hui dans un règlement de compte politique? Ou bien c'est un devoir, l'ASE fait aujourd'hui son devoir régalien de transparence, de bonne gouvernance, de gestion. Ça pose problème. Et dans la forme, quand les députés disent qu'ils n'ont pas été notifiés et qu'ils l'ont appris dans la presse, là également, moi personnellement, ça me pose problème parce que ils ont tous domicilié, ils sont à Ouagadougou, ils connaissent, l'ASE a des juristes également, ils ont des UC, je pense. Et il fallait quand même passer par cela que de jeter. Imaginons aujourd'hui si des banques ou des institutions financières devaient sortir pour faire des communiqués, pour demander à leurs clients de venir rembourser des crédits parce que ça fait 10-15 ans que vous n'avez pas payé votre argent. Ou on vous poursuit en vain. L'autre chose également, il n'y a pas que ces députés. Parce qu'il y a eu des députés en 2014 qui ont eu leur mandat écourté. Et que, paix à son âme, Luc Marius Ibriga le disait et le répétait, que ces députés doivent beaucoup à l'État burkinabé et qu'ils ont saisi même l'Assemblée nationale à l'époque pour demander le recouvrement de ces fonds-là. Et je pense que l'Assemblée nationale, sous Alassane Bala Sakandé, avait instruit déjà une commission, je ne sais pas, en tout cas, des mesures pour voir comment aider l'ASE à recouvrer cet argent des députés qui ont vu leur mandat écouté en 2014 avec l'insurrection. On n'en parle pas aujourd'hui. Et on saute, on parle de 2018-2021. Est-ce que vous rejoignez ceux qui estiment qu'il y a tout de même un peu d'acharnement? Il y a un problème de forme. En fait, si on veut le dire ainsi. Non, on ne va pas dire acharnement parce que s'ils doivent, ils doivent. Mais la manière n'y est pas à mon avis. Et c'est comme ça également qu'on avait appris aussi le cas de l'ancien directeur de, je ne sais pas, c'est
CGC ou c'est... ça m'échappe. Il y a un monsieur qu'on a vu un jour, son nom publié sur la page Facebook. Voilà, sur la page Facebook de l'ASE pour dire qu'il est un avis de recherche. Bon, de vous à moi, même si on n'a pas fait communication, pour un sujet comme ça, c'est pas sur une page Facebook d'une institution, on voit avis de recherche contre X ou Y. Il y a des sujets par contre qui sont importants, qu'on attend une communication de l'ASE, LCE, qu'on ne trouve pas. L'ASE, LCE avec le RENLAC, ensemble avec le tribunal de Ouagadougou, le procureur Aruna Yoda nous avait présenté une longue liste de gens qui sont poursuivis. Je crois qu'il y avait des sociétés comme, comment on appelle cette société-là encore? Ensuite il y avait un ancien directeur général adjoint. Non, on est sur un plateau de télé, il faut nous laisser dire les choses, appeler chat par chat, c'est pas nous qui le disons, ça a été rendu public par un tribunal et c'est officiel. Aujourd'hui si vous partez dans les médias, ça existe et on met au défi qui veut, c'est pas de la diffamation. Donc il faut appeler les choses par leur nom. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de point. La semaine dernière, on a appris que l'ancien ministre de l'eau et de l'assainissement, Souro Kavore, Ousmane Nako, a été placé à la maison d'arrêt de correction à partir d'une dénonciation certaine de l'ASE, LCE. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'ASE n'a jamais dit à l'opinion burkinabé que un ancien ministre a été interpellé dans une telle affaire. Jamais. On n'a jamais entendu. C'était le cas également de Abdoulaye Moussé aussi, qui, après avoir été libéré, reconnaît que l'ASE a interpellé. Mais pour quel dossier? Mais est-ce que l'ASE n'est pas dans son rôle? Si vous voulez communiquer pour les autres, il faut aussi communiquer sur tous les dossiers. Mais est-ce que l'ASE n'est pas dans son rôle? Mais elle a aussi un rôle pédagogique. Et ce rôle pédagogique nous amène à avoir la transparence dans la démarche et de savoir pourquoi c'est comme ça ici. Sinon, on ne peut pas choisir sur certains dossiers, on communique, et sur d'autres dossiers, on ne communique pas. C'est-à-dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Parce que si vous estimez que la communication est un moyen pour vous d'atteindre vos objectifs, également, il faut utiliser cette communication aussi dans d'autres dossiers. Si vous ne le faites pas, il y a un parallélisme de forme qui à ce moment qu'il faut dire les choses clairement. Moi, je ne suis pas contre l'ASE, on est tous d'accord, on veut même que l'ASE fasse son travail normalement, mais en tant que journaliste, et vous journaliste, c'est pas évident que si on va à l'ASE aujourd'hui pour comprendre un tel dossier, ce n'est pas évident qu'on nous parle, mais si on veut rendre les autres publics, rendons tous les dossiers publics et qu'on évolue dans la transparence. D'accord, très rapidement, 10 secondes. La mise en place de l'ASE a été saluée et recommandée par les Burkinabés parce qu'il y a, pour résoudre le problème de corruption. D'accord. Ça veut dire que l'ASE, son existence là, raconte l'assentiment des uns et des autres. Dans sa démarche, dans sa communication, elle doit faire en sorte que, quel que soit le bord où on se trouve, qu'on se dise que voilà, la structure que nous voulons là est à existence des partis et qu'elle agit en fonction de ce que nous voulons. Si on arrive à un moment où l'ASE est suspectée pour être de tel bord, de fonctionner en faveur ou en défaveur de tel bord ou de tel bord, ça devient un problème. Je pense que là où nous allons, pour que la CLC ne se fasse pas harakiri, elle doit revoir dès maintenant sa façon de faire. Voilà, de sorte que, de part et d'autre là, qu'il n'y ait pas de suspicion. Il peut y avoir des suspicions, mais qu'il n'y ait pas de suspicion objective. Si ce sont des suspicions objectives, il n'y a pas de souci. Et subjectives, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a des suspicions objectives, ça devient un problème. D'accord. Alors, la lettre du Faso. Pour ne pas perdre son procès face aux députés. Parce que si c'est le contraire, du coup, c'est une institution qui va prendre un coup sérieux dans cette démarche, parce que n'importe qui tenterait désormais aussi d'aller porter plainte à l'État. Ah oui, naturellement. Alors, la lettre du Faso, dans son édito de la semaine, s'est intéressée aux événements survenus à Nouna. Elle a intitulé son édito « Tuerie à Nouna, troublante et discréditante expédition ». Alors, effectivement, comme vous l'avez dit tout de suite, il s'agit bien entendu des événements que nous avons suivis à Nouna, et des événements pour lesquels des habitants au niveau du secteur 4 et 6 de la ville de Nouna a été vraiment victime d'une expédition pour le moment, de présomption. D'abord, ce seraient des volontaires pour la défense de la patrie VDP
qui, en représailles à leur base attaquée, voilà, dans la nuit du 29 décembre 2022, a mené en tout cas une répression dans les quartiers qui a ciblé des communautés données. Et donc, c'est un incident malheureux qui vient s'ajouter déjà à la liste, voilà, des exécutions extrajudiciaires et sommaires. On rappelle encore les cas de Kaiworo, voilà, les cas de Yirgou, il y a les cas de Tanwalbougou, où visiblement c'est une communauté qui a été en tout cas visée par ces répressions, et que cette fois-ci encore c'est le même cas qui se produit, et c'est donc pour attirer l'attention, voilà, des uns et des autres sur cette manière de faire la guerre, de pratiquer, de suspecter à tout bout de ça, quelle que soit une communauté, une ethnie donnée, pour les attribuer en tout cas des faits ou bien des actes qu'ils auraient posés, et en se basant simplement sur de simples présomptions ou de préjugés. Donc nous attirons l'attention surtout des volontaires pour la défense de la patrie et également de toutes les forces engagées sur le théâtre des opérations à respecter en tout cas ce sacro-saint, voilà, qui est ce principe sacro-saint qui est commun à tous les êtres vivants, qui est la présomption d'innocence. Et lorsque on ne prend pas les gens sur les théâtres d'opération, on ne peut pas venir réveiller les gens à la maison couchés sans armes ni rien et les exécuter et sans sous autre forme de procès. Donc c'est une situation qui peut être dangereuse et en tout cas contre-productive, et que les résultats de cette manière de faire là peuvent en tout cas créer des situations encore plus graves, parce que il faut se rappeler que le basculement ou bien l'ampleur de la violence, quand on analyse dans les différentes zones, c'est juste après des cas comme ça, voilà, où on vient exécuter des populations, et après ça entraîne en tout cas une revanche au sein des populations, des survivants, des parents, des victimes qui cherchent maintenant à se venger. Donc c'est une situation qu'il faut intégrer et trouver des mécanismes de forme pour que cette situation ne se reproduise pas. Et pour que ça ne se reproduise pas, il faut des sanctions exemplaires. On aurait, si les cas de Yirgou, aujourd'hui, il y avait eu des sanctions à la hauteur des faits, on ne serait pas là. Peut-être que ça allait, à un temps soit peu, en tout cas diminuer certaines exécutions extrajudiciaires que nous avons vues. Mais malheureusement, jusque-là, je crois qu'il y a eu des interpellations, mais ça n'a pas véritablement bougé 4 ans après. Voilà, certains coupables, présumés coupables, ont été libérés, et c'est une situation malheureuse. D'accord. Alors Albert, très rapidement, comment éviter une répétition de l'histoire après Yirgou en 2019? Cette fois-ci, c'était Nouna. Quelle est cette solution miracle pour éviter pareil circonstances? Il n'y a pas de solution miracle, il faut que tout le monde prenne conscience, c'est tout, qu'on est en train de commettre des bavures ou des exactions qui n'ont pas leur raison d'être. Moi je dis c'est à condamner, absolument. Le pire, c'est que c'est la gestion de la crise. On a eu l'impression au sommet que ceux qui ont été tués, au nombre de 28, c'est un communiqué officiel, ont tout de suite été peut-être vus comme mériter ce sort, même si le procureur dit dans un communiqué que des enquêtes sont ouvertes. Mais combien de fois on a vu des enquêtes pareilles qui n'ont jamais été fermées? Il y a eu Tanwalbougou en 2021, qui est resté comme ça dans des explications. On n'a jamais eu un procès, on n'a jamais su qui est responsable. À Yirgou, c'était pareil également, où la justice a mis du temps parfois pour interpeller certaines personnes parce qu'on s'est dit que ça risque d'envenimer la situation, et donc il faut aller doucement. Après, ceux qui ont été interpellés, libération provisoire, il n'y a jamais eu de procès jusqu'à aujourd'hui. À Nouna, c'est pareil. La justice, depuis combien de temps la justice n'est plus à Nouna? Je pense que la justice est délocalisée à Dédougou, à environ 50 km. Donc, comment va se faire ces enquêtes-là pour arriver un jour à donner un procès aux uns aux autres? Et ce qui fait mal, j'ai dit, dans une ville, chef-lieu de province, des gens rentrent au secteur 4-6 dans la journée, font des enlèvements, il y a des exécutions après. Vous ne pensez pas qu'on a touché le fond? Et on compte jusqu'à 28 personnes. Parce que ce soit des coupables, que ce soit des complices, que ce soit des innocents,
la manière de faire et de traiter des humains comme ça doit nous donner, on doit se poser beaucoup de questions. Et moi je pense que c'est à condamner. Malheureusement, je ne suis pas content de cette gestion de la crise par le gouvernement. Jusqu'aujourd'hui où je parle, sauf erreur de ma part, je n'ai même pas vu une délégation gouvernementale. Peut-être même le gouverneur, je ne pense pas. Je peux me tromper, mais en tout cas, au moins je suivais les faits. Je n'en ai pas vu. Et donc, je dis, c'est quelque chose qui va nous rattraper tôt ou tard. Parce que Yirgou, aujourd'hui, vous le savez, on ne peut pas parler, on ne peut pas faire un mois dans ce pays-là, mener des débats sans citer Yirgou. Nouna, c'est pareil, c'est devenu, on ne saura jamais faire un débat dans ce pays sans parler de Nouna. À un moment donné, on va compter nos hécatombes comme ça. On va commencer par, comment dirais-je, Tanwalbougou, Seitenga, Solane, Yirgou, Arbinda et Nouna. Et que Dieu nous préserve d'autres encore. D'accord, alors nous sommes pris par le temps, mais on va s'intéresser aux relations entre la France et certains pays en proie à l'insécurité. Au niveau des éditions Le Pays, on fait un peu le bilan de la présence française au Mali. Et de quoi était-il question dans votre édito? Oui, le 11 janvier 2023, c'était 10 ans, les 10 ans du moins de l'intervention française au Mali, à travers l'opération Serval, pour mettre en déroute la horde des terroristes et d'islamistes qui déferlaient sur Bamako. Et 10 ans après, il y a deux sentiments qui débordent ou bien qui se font face. La première, c'est la satisfaction de voir que grâce à l'intervention de l'opération Serval des forces françaises, et la ville de Bamako a été sauvée, et donc le pouvoir de Bamako a été sain et sauve du fait de ces interventions-là. Et le second sentiment, c'est que 10 ans après, au regard de l'évolution des choses, on se dit que c'est un gâchis, parce qu'aujourd'hui, la France qui s'est présentée à Bamako comme, c'est pas comme le Messie, mais comme l'ange combattante, comme Saint-Michel d'ailleurs, pour sauver le Mali, est aujourd'hui vu comme un paria. La France a été mise à la porte, cherchée comme un malpropre par les Maliens, parce qu'ils estiment que la situation actuelle n'est pas en leur faveur. Du moins, ils estiment que les Français ont été responsables de l'enlisement du pays, envoyé actuellement et contrôlé en grande partie par les terroristes. D'accord. Et ce n'est pas seulement au Mali, parce qu'à partir de là, à partir de la situation malienne où les Français ont été chassés, à partir de là, et le sentiment anti-français est en train de se propager dans les pays de la sous-région, dont le Burkina Faso. Et vous savez très bien en 10 secondes, vous allez nous expliquer cette expression que vous avez utilisée dans l'édito. Le désamour naît dans le cœur des Africains sur les rives du fleuve Djoliba, semble faire tache d'huile dans la sous-région. Est-ce à dire que le sentiment anti-français est parti de là, comme vous essayez d'expliquer? Pas de façon précise, mais en tout cas, et ce sentiment a pris racine au bord du Djoliba. Si aujourd'hui les Français avaient réussi à aider les Maliens à contenir les terroristes, à les chasser, si aujourd'hui les Français avaient réussi en tenant compte de la situation, réussi à faire que le Mali soit un et indivisible, si aujourd'hui les Français avaient réussi à faire en sorte que les Maliens parlent le même langage, je ne pense pas qu'aujourd'hui on allait parler de l'anti-français ou de l'anti-français dans le pays. Voilà, je pense que c'est parti de là, et bien sûr, et si ça continue, si aujourd'hui au nouveau Burkina Faso les Français ne gèrent pas bien, ça va surtout pas là en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire ça va aller en Guinée, et ainsi de suite. D'accord, et c'est tout pour ce numéro de votre émission La Tribune des éditos. Merci aux invités pour leur présence, et merci à vous pour votre constante fidélité à cette émission qui se veut la vitrine de la réflexion des médias à travers leurs différents éditos. Merci aux différentes équipes qui ont permis la réalisation. On se retrouve le week-end prochain pour un autre numéro, mais d'ici là, portez-vous bien.